Bienvenue à présent au plateau de l'invité. Aujourd'hui, nous parlons de littérature au Togo sous le thème « Le changement de paradigme en Afrique s'impose » et c'est également le titre de cette œuvre de Labaïka Tidjani Dourodjaye. L'auteur donc est avec nous au plateau, avec moi ici. Bonjour coach Tidjani et bienvenue. Bonjour, Monsieur Guillaume. Alors, nous parlons aujourd'hui de votre livre, cet essai, sorti et publié aux éditions Germinal, un essai de 125 pages. Alors, coach, pour feuilleter ce document, nous allons en parler tout à l'heure, mais dites-nous, qu'est-ce qui pousse un coach en développement personnel? Je rappelle d'ailleurs que vous êtes coach en développement personnel, auteur, coach en développement personnel. Alors, qu'est-ce qui vous pousse plutôt à écrire une œuvre, un essai critique sur le développement du continent africain plutôt que d'écrire un document sur le développement personnel? Merci beaucoup, Monsieur Guillaume. Merci pour la question. Et je remercie d'abord Niveau TV de m'avoir donné cette occasion pour parler de notre livre. Effectivement, je suis coach en développement personnel et ce qui m'a poussé à écrire ce livre sur le développement de l'Afrique, c'est parce que quand j'étais en année de doctorat en coaching intégral, et nous avons étudié l'identité africaine. Vous voyez. Donc, en étudiant l'identité africaine, on m'a fait comprendre que notre continent est le continent qui regorge le plus de ressources naturelles. Et au même moment, on taxe notre continent d'un continent pauvre ou bien d'un continent des peuples pauvres. C'est ce qui m'a tiqué et je me suis dit comment un continent qui regorge de nombreuses ressources naturelles peut être taxé de continent pauvre. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et dans mes recherches, j'ai compris que le souci se trouve dans notre mental. Et étant un coach qui s'occupe du mental, j'ai dit voilà, c'est l'occasion pour moi de partager avec mes contemporains et mon expertise dans le sens de permettre aux Africains de travailler sur le mental afin de faire prospérer notre Afrique. Alors, merci d'avoir fait ce choix. Dans cet ouvrage, vous abordez la question sous 3 chapitres. Le premier chapitre, c'est l'Afrique, le continent d'énormes ressources en sous-sol. Le deuxième, c'est les mensonges dans plusieurs domaines apportés par les Occidentaux aux Africains. Et puis le troisième chapitre, c'est un développement de l'Afrique possible uniquement grâce à une réelle prise de conscience et un changement radical de paradigme. Nous allons le feuilleter ensemble avec vous, coach. D'accord. Alors, vous parlez d'abord de ce continent qui est très riche. Vous avez plusieurs références, vous citez plusieurs passages, plusieurs ressources du continent africain. Je vais vous lire quelques passages et vous laisser le temps de commenter. Vous dites, par exemple, à la page 18, elle possède 78% de réserves mondiales de diamants, 89% de platine, dont la moitié de la production est utilisée par l'industrie automobile, 81% de chrome, 61% de manganèse, 69% de cobalt, 20% de la production mondiale d'uranium, 90% des réserves de platinoïdes, 80% de coltan, 70% de tantal, 40% de réserves aurifères et 10% de réserves pétrolières. Ça, c'est un survol de quelques ressources qu'on retrouve sur le continent. Qu'est-ce qui fait que l'Afrique est autant riche selon vous et puis finalement, ses populations sont pauvres? Selon moi, je pense que c'est une bénédiction divine si l'Afrique est autant riche. Et vous n'êtes pas sans savoir que les autres continents n'ont pas ces ressources que nous retrouvons en Afrique. Donc, c'est une bénédiction. Maintenant, comment nous pouvons avoir toutes ces richesses et on va nous taxer de pauvres? Ça veut dire que quelque part, il y a un souci. Peut-on dire que c'est une bénédiction divine d'avoir un sous-sol riche et puis une malédiction divine d'être pauvre? Parce que les autres disent que c'est une malédiction d'être pauvre. Mais moi, je pense que c'est plutôt une prise de conscience de cette richesse qui nous manquait. Il nous manquait plutôt une prise de conscience de cette richesse-là. Aujourd'hui, cette richesse, vous le dites quelque part aussi, est bradée à des puissances occidentales, à des exploitants étrangers qui viennent exploiter. Vous parlez aussi de ce sous-sol riche dans plusieurs pays. Vous dites quelque part que la RDC est un scandale géologique. Vous prenez par exemple le diamant qui est exploité à près de 19 millions de carats par an, l'or, plus de 40 000 kg par an, le zinc, 7 800 tonnes par an. Ça, c'est ce qui concerne
la République démocratique du Congo. Vous parlez aussi de la Guinée-Conakry, oui, juste à côté ici en Afrique de l'Ouest. Vous parlez de ce riche pays qui a aussi, selon vous, un scandale géologique avec sa bauxite surtout, les réserves potentielles d'or qui sont estimées à 700 000 tonnes pour le truc-là. Vous parlez aussi du Niger avec son uranium et son exploitation. Vous abordez le Gabon. Tous ces détails sont à retrouver dans cette œuvre que je recommande vivement à tous ceux qui nous suivent. Le changement de paradigme en Afrique s'impose. Alors, dans votre deuxième chapitre, vous vous attaquez à ce que vous appelez mensonges dans plusieurs domaines apportés par les Occidentaux aux Africains. De quoi parlez-vous exactement? Merci beaucoup, Monsieur Guillaume. Au fait, dans cette partie, j'ai voulu faire et ressortir comment la colonisation a permis en quelque sorte d'abrutir les Africains. Pourquoi je dis ça? Vous n'êtes pas sans savoir que le système éducatif que nous avons reçu lors de la colonisation, ce n'est pas un système qui permet à l'Africain de réfléchir par lui-même. C'est un système qui permet plutôt d'endormir notre esprit. Et selon moi, c'est par cette méthode-là que les colons ont réussi à nous endormir et ils ont profité pour installer leur système qui leur permet maintenant de venir piller nos ressources et aller les transformer à leur niveau. Est-ce que c'est le système en fait qui permet qui a endormi les Africains? Nous savons qu'avant l'arrivée des Européens, les Africains avaient déjà des universités. Oui, mais est-ce que la manière de véhiculer le savoir africain, s'il était aussi efficace que ça, n'aurait pas pu permettre aux Africains d'être éveillés, de savoir que ce que ces gens-là font, c'est plutôt pour nous endormir? Est-ce que le problème ne se situe pas ailleurs plutôt? Bon, pour l'instant, ce que moi j'ai détecté, j'ai remarqué que c'est lors de la colonisation que les colons nous ont apporté des messages qui nous ont fait croire que nous sommes des êtres pauvres car seuls les pauvres iront au paradis. Vous voyez, si vous prenez le discours de Léopold, le roi Léopold II, il a bien dit qu'eux, ils viennent en concurrent. Vous voyez, qu'ils viennent pour nous dominer. Ils savent que nous avons déjà un Dieu. De ne pas chercher à changer et à nous rappeler cela, mais de chercher à nous inculquer ce que eux ils apportent, qui consiste à croire que seuls les pauvres iront au paradis. Vous voyez. Donc selon moi, c'est une conquête. Ils ont essayé de nous conquérir, mais en imposant quelque chose qui va nous endormir. Vous n'êtes pas sans savoir que le subconscient, c'est ça qui gouverne les 90% de l'être humain. Et c'est 10% notre conscient. Donc c'est le conscient qui fait que vous me voyez actuellement. Si le subconscient qui reçoit des mêmes phrases que vous répétez plusieurs fois, après ça sera implanté et c'est ça que vous allez manifester. Donc selon moi, c'est le fait d'avoir répété tout ce qu'ils nous ont dit qui a fait que nous sommes demeurés pauvres au lieu de nous réveiller, au lieu de faire travailler notre esprit pour savoir que nous pouvons également construire notre Afrique. Et c'est ça qui a fait que nous avons abandonné notre savoir-faire, selon vous. Alors, vous évoquez effectivement ce discours du roi Léopold II aux missionnaires qui se rendaient en Afrique à l'époque. Vous avez repris le discours, c'est à retrouver. En tout cas, dans ce passage, vous citez certains passages de ce discours-là. Vous dites, par exemple, « Heureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux. Et il est difficile pour un riche d'entrer au ciel. » En substance, c'est le roi Léopold II qui disait cela, effectivement, aux missionnaires. Mais est-ce que, quelque part, il n'y a pas objet à débat? Est-ce une vérité absolue ou plutôt qu'il se servait plutôt d'une connaissance pour l'utiliser à ses fins personnelles? On peut avoir un bon document et mal l'exploiter. On peut avoir de bonnes constitutions et mal les appliquer. Nous voyons tout ce qui se passe aujourd'hui dans les débats constitutionnels dans nos pays. Nous voyons tout ce qui se passe dans les églises, dans les mosquées. Nous voyons tout ce qui se passe dans le domaine de la religion. Est-ce que le problème, c'est la religion apportée par l'Européen ou plutôt l'interprétation qui en est faite après? Selon moi, ce n'est même pas... Ça n'a rien à voir avec la religion. La religion... Ça a à voir avec quoi alors, puisque vous citez des passages bibliques? Oui, ils se sont servis des missionnaires pour apporter la religion, mais tout en demandant aux missionnaires de nous donner des phrases qu'on doit répéter. Vous voyez, c'est là où se situe le souci. Parce que c'est ces phrases que nous avons répétées et ces tortures que nous avons subies qui nous ont aliénés, abrutis, et nous n'avons pas pris conscience que normalement, et en apportant cette religion, nous devons tirer ce qui est bon dans la religion
et maintenant réfléchir par nous-mêmes pour pouvoir exploiter nos richesses et développer notre continent. Alors, qu'est-ce qui a fait qu'on n'a pas réfléchi par nous-mêmes? Ils nous ont abrutis. Ils nous ont abrutis. Un autre aspect, hein, j'ai beaucoup aimé ce document, donc les téléspectateurs souffrent que je cite beaucoup de passages là-dedans. Vous dites à la page 31, l'Afrique est riche, mais pourquoi les Africains sont pauvres? Et là, vous attaquez en disant la pauvreté de l'Afrique est un système inventé par les pays occidentaux pour endetter tous les pays africains. Pensez-vous que c'est pour nous endetter qu'ils ont créé le système économique qu'on vit aujourd'hui? Oui, et même si vous suivez la page qui va suivre, il y a un économiste qui a dit que le système économique que les colons nous ont apporté, c'est un faux système. Et c'est sciemment qu'ils l'ont apporté pour pouvoir maintenir l'Afrique dans la pauvreté. Et c'est le même système qui est chez eux également? Ben, je ne sais pas comment ils se sont entendus, mais ils reconnaissent quand même que c'est un faux système qu'ils nous ont apporté. Est-ce que quelque part, il n'y a pas objet de débat dans cette affaire-là? Bien sûr, il y en aura, mais sachez que ce que j'ai mis dans le livre, c'est que eux-mêmes, ils reconnaissent que le système économique qu'ils ont inculqué à nos professeurs, c'est pour maintenir l'Afrique dans le sous-développement. La preuve est que nous n'arrivons pas à exploiter nos richesses ici. C'est chez eux que nous les envoyons pour les transformer en produits finis. Vous voyez, ils ont seulement permis et ils ont montré aux Africains qu'ils peuvent planter des matières premières et les envoyer de l'autre côté pour les exploiter. Ça, eux-mêmes, ils reconnaissent que c'est une fausse information qu'ils nous ont donnée. Alors, vous dites que les Européens ont intérêt à maintenir l'Afrique dans cette situation. Quel intérêt ont-ils et que doivent faire les Africains pour sortir de cette situation? L'intérêt qu'ils ont, c'est que vous n'êtes pas sans savoir que l'Afrique est le continent qui regorge le plus de ressources naturelles et les autres continents n'en ont pas. Donc, ils ont intérêt à maintenir l'Afrique afin de continuer par nous piller et aller exploiter nos richesses chez eux. Donc, c'est à nous maintenant de prendre conscience et surtout cette nouvelle génération parce que vous n'êtes pas sans savoir que les autres continents travaillent pour les générations futures. Ils se battent pour les générations futures et ils ont dans leur agenda et les richesses du continent africain. Donc, c'est à nous les Africains de prendre conscience que nous devons aussi commencer par travailler sur nous-mêmes afin que même si cette génération n'arrive pas à le faire, que les générations futures commencent par exploiter notre richesse et profiter de cette richesse. Alors, vous dites aussi, vous démontrez quelque part, voyons comment les nations africaines ont été pillées et dépouillées de leurs ressources naturelles par les puissances coloniales. Là, vous mettez en question aussi le travail des journalistes, des ONG qui présentent une certaine image de l'Afrique, qui souffre de l'Afrique, qui a besoin d'aide. Est-ce que c'est faux? Selon moi, si nous avons très tôt pris conscience, on ne peut pas parler d'aide, puisque les aides qu'on nous apporte, c'est pour nous bleuir. Ah oui, vous l'évoquez aussi quelque part, on y viendra tout à l'heure. C'est ça. Mais est-ce que l'état actuel qu'on montre sur les médias de l'Afrique, est-ce que c'est une invention? C'est la pure réalité. Oui, bon, au fait, les gens sont venus nous trouver dans la pauvreté parce que même ils l'ont imposé. Vous voyez, donc, quelque part, c'est une réalité. Mais en coaching, en développement personnel, nous avons appris que si vous répétez quelque chose, c'est ça que vous allez obtenir. C'est là où j'ai interpellé même les journalistes de ne plus parler de pauvreté, mais de parler de richesse. Nous sommes des peuples riches. On devait chaque temps dire le continent sur lequel vivent les peuples riches, le continent riche, au lieu de dire chaque temps le continent des peuples pauvres. En répétant cela, nous allons obtenir cela. Donc, pour éviter que cela s'imprègne dans notre inconscient et que ça se manifeste, nous avons l'obligation de changer de langage. Est-ce que là, vous n'êtes pas dans une autre dimension, puisque au début de l'œuvre, je le disais tout à l'heure, vous avez évoqué un certain paradoxe d'un continent au sous-sol riche et aux habitants pauvres. Est-ce qu'on pourra dire, nous autres journalistes, sachant que les habitants du continent sont pauvres, que les habitants du continent sont riches, quand on sait que c'est plutôt l'inverse? Oui, c'est parce qu'au départ, on est tombé dans le piège en répétant ce qu'ils ont dit. Vous voyez. Donc, selon moi, nous devons changer ce langage-là parce que maintenant, vous êtes conscient que nous avons pris conscience de cette richesse et nous devons commencer par implémenter dans notre subconscient que nous sommes riches, mais tout en travaillant à prouver vraiment que nous sommes riches. Nous devons travailler, prendre conscience de cela,
commencer par prouver aux autres et au monde entier que les Africains sont capables de transformer leurs richesses. Ouais, vous n'êtes pas sans savoir que la plupart des Africains sont à l'étranger et c'est eux qui aident les autres continents à se développer. Ça veut dire que nous avons le savoir-faire, nous avons le savoir-être et nous devons plutôt l'utiliser sur notre continent. C'est ce que nous préconisons. Un peu plus loin, vous parlez d'un autre symbole du néocolonialisme, le franc CFA. On sait que la question du franc CFA a longtemps fait débat sur le continent, surtout en Afrique noire francophone. Quelle est votre vision du franc CFA aujourd'hui? Selon moi, je pense qu'il est temps pour que les Africains prennent conscience et avoir leur propre monnaie. Pourquoi je le dis? Nous devons avoir notre propre monnaie car c'est avec cela que nous allons développer notre Afrique. Une monnaie qui se fabrique dans un État et nous dépendons de cet État. Vous voyez que nous ne pouvons pas nous développer tant que nous dépendons d'un autre continent. Pour que les Africains puissent se développer, il faut penser à créer notre propre monnaie parce que nous avons les richesses qui vont valoir cette monnaie que nous allons créer et nous sommes capables de le faire. Est-ce que le fait de créer sa propre monnaie, de l'imprimer chez soi est déjà une condition suffisante pour sortir de cette situation? Parce qu'il y a plusieurs pays qui impriment leur propre monnaie qui ne sont pas autant des pays riches. Vous aviez parlé tout à l'heure de la Guinée-Conakry. Je rappelle que c'est un pays qui a sa propre monnaie, mais qui n'est pas aussi un pays riche. Vous avez le Ghana à côté, vous avez le Nigeria, c'est seulement dans les pays francophones d'Afrique, certains pays francophones d'Afrique qu'on a le CFA. Est-ce que c'est déjà une condition sine qua non pour sortir de la pauvreté et imprimer sa propre monnaie? C'est juste tout ça? C'est ça. Ce n'est pas la seule condition selon moi. Okay. Mais si vous prenez les pays qui ont leur propre monnaie, elles sont les 10 meilleurs pays les plus riches de l'Afrique. Nous avons le Nigeria. Oui. Donc ça veut dire que... Il y a certains parmi eux, mais pas eux tous. Oui, pas eux tous. Mais ce que moi je préconise, c'est que nous formons un ensemble comme l'a commencé déjà les 3 pays, comme le Sahel, et que ensemble, de l'Alliance des États du Sahel. C'est ça. Nous nous unissons pour sortir ensemble une monnaie forte, parce que c'est ensemble qu'on va gagner. Seul, on ne peut pas aller loin. Ok, l'objectif, ce n'est pas que chaque pays ait sa propre monnaie. Sa propre monnaie. Ok, d'accord. Moi, l'objectif, c'est que nous nous réunissons pour avoir une monnaie forte, puisque c'est ensemble que nous allons bâtir l'Afrique. Ok, d'accord. Une autre thématique abordée, que j'ai feuilleté le document, je l'ai beaucoup aimé, c'est cette affaire d'artefacts culturels inestimables pillés par la France. Vous évoquez la question de la demande de plusieurs pays de retour de ces artefacts, de ces œuvres d'art, de certains qui sont considérés comme des statues divines, qui se retrouvent aujourd'hui de l'autre côté en Occident. En quoi cela est-il important? C'est juste pour décorer les galeries, pour exposer, ou il y a une autre valeur qu'on ne voit pas peut-être? Non, il y a une autre valeur parce que vous n'êtes pas sans savoir que ce sont les valeurs culturelles africaines. Et lorsque les colons sont venus, eux-mêmes, ils ont pensé que tout ce qu'ils ont ramassé là, c'était en quelque sorte une force pour nous. C'est pourquoi ils l'ont pris. Donc, selon moi, ils doivent nous retourner nos forces parce que ce sont nos divinités. Et non seulement nous allons reprendre notre puissance divine, nous allons également les exposer pour les générations futures, pour qu'ils comprennent que l'Afrique avait une histoire. Si ces objets sont des divinités, pensez-vous qu'avec tout ce temps passé en Occident des siècles, est-ce qu'elles ont encore leur force aujourd'hui? Elles auront toujours leur force parce que ça a été bien gardé là-bas. Au moins, ça a été bien gardé. Ça a été bien gardé. Il faut reconnaître cela. Vous attaquez aussi. Un autre aspect, c'est les gouvernements post-coloniaux qui sont aussi corrompus, qui n'œuvrent pas généralement pour le développement du continent. Dans cette partie, vous avez évoqué la question du Rwanda, du génocide rwandais et du rôle joué par la France. Qu'est-ce que vous y dites clairement? Et dans ce chapitre, nous avons essayé de montrer comment certains chefs d'État sont placés par ces puissances coloniaux et ils font tout ce qu'on leur demande de faire, et au lieu d'écouter plutôt leur population. Donc, nous pensons que les gouvernants doivent plutôt écouter leur population et permettre le développement de nos populations que de vouloir satisfaire les colons. Voilà ce que nous avons voulu ressortir sur ce plan.
Alors nous abordons la troisième partie, ou du moins le troisième chapitre qui concerne vos approches de solutions. Que proposez-vous de façon ramassée, que proposez-vous pour pouvoir sortir de cette situation peu réluisante que vous venez de peindre sur l'Afrique? Avant la proposition, j'ai même parlé de comment est-ce que vous pensez que l'Afrique a des ressources, voilà, ou bien c'est seulement... Vous voyez, la question vous dites ici, l'Afrique est-elle riche ou possède-t-elle plutôt d'énormes ressources et potentiel? S'agit-il de potentiel ou vraiment une richesse? Oui, une richesse, voilà. Donc, à cette question-là, je voulais montrer comment nous pouvons nous en sortir si nous travaillons sur l'être humain. J'ai pris l'exemple des pays asiatiques qui se sont développés, qui n'ont pas de ressources naturelles. Si vous prenez l'exemple de Singapour et de la Thaïlande, tout ça, ils n'ont pas de ressources comme l'Afrique. Mais ils ont travaillé sur l'être humain et ils ont réussi à développer leur continent. Si vous prenez également les pays de l'Europe du Nord qui n'ont pas de colonies, tout comme la France et autres, mais ils ont réussi à se développer. Ça veut dire qu'ils ont travaillé sur l'être humain. C'est là où j'ai compris qu'il ne suffit pas d'avoir des richesses sous nos sous-sols si nous n'investissons pas dans l'être humain. Nous devons chercher à nous développer. Et quand nous allons nous développer, avec notre savoir-être, nous allons pouvoir exploiter notre richesse et nous allons prospérer. Alors, pour vous appuyer, vous dites à la page 60, c'est aux Africains eux-mêmes de donner de la valeur à ces ressources afin qu'elles deviennent une richesse. Prenons l'exemple de personnes qui ont de très bonnes idées commerciales, mais qui n'agissent pas. Une idée reste à la base de... Une idée reste plutôt à la base de la création de toute entreprise. Vous avez fait un long développement pour montrer que nous devons effectivement exploiter notre potentiel. Autre valeur que vous avez abordée, c'est la prise de conscience de ces richesses du sous-sol dans les pays africains. S'il faut développer le potentiel humain, que viennent chercher encore le sous-sol. Oui, et vous savez que d'autres pays n'ont pas pris conscience de cette richesse dont ils disposent. Et si j'ai parlé de la prise de conscience, c'est dans les pays où on a commencé par négocier les partenariats gagnant-gagnant. Vous n'êtes pas sans savoir que si vous ne prenez pas conscience de votre richesse, on va vous endormir pour venir ramasser ou bien pour venir piller. Mais lorsque vous prenez conscience de cette richesse et vous commencez par travailler sur vous-même, ensemble vous allez maintenant tisser des relations gagnantes-gagnantes pour que votre population ne soit pas lésée. Voilà pourquoi nous avons évoqué cette partie. Un autre aspect, c'est les problèmes actuels qu'ont les Africains ou des industriels africains ou tous ceux qui travaillent d'une manière ou d'une autre en Afrique. C'est cette idée de se faire de l'argent le plus tôt possible, quitte à tricher les prochains, à tricher les patrons et tout. Vous évoquez cela dans le sous-chapitre « Attitude actuelle de la majorité des travailleurs africains en Afrique ». Vous évoquez la question de Dangote qui exploite des Indiens au lieu de faire la part belle aux Nigériens, aux Africains de façon générale. Expliquez-nous un peu de quoi il est question. Très bien. Vous voyez que Dangote est obligé d'aller chercher les Indiens pour venir travailler pour lui. Tout simplement parce que notre paradigme est limité. Notre paradigme est limité dans ce sens que nous n'avons pas investi dans l'être humain pour lui faire comprendre que c'est l'honnêteté qui va lui permettre de réussir. Pour réussir, il faut que nous ayons des gens sur qui on a investi pour les apprendre les compétences personnelles, humaines et relationnelles. Mais nous n'avons pas eu des formations sur ces personnes et nous les engageons. Et quand on engage quelqu'un qui n'est pas honnête, il est obligé d'utiliser les instruments du travail comme si c'était sa propriété. Voilà pourquoi nous devons maintenant chercher à investir dans l'être humain afin d'avoir des gens compétents qui vont servir dans nos usines au lieu de laisser nos milliardaires aller et investir dans d'autres pays en invitant les personnels de ces pays. Est-ce que ce n'est pas aussi cette volonté qu'ont les jeunes de vite s'enrichir? Ce n'est pas aussi à cause de ce mirage qu'on a aujourd'hui de ceux qui sont aisés dans la société? On pense qu'il faut avoir beaucoup d'argent pour être heureux. Est-ce que ce n'est pas dû aussi à cela? Oui, il y a tout ça, mais vous savez, en coaching, quand il y a un souci, on regarde toujours l'origine, la racine. Nous proposons que c'est dès les cours primaires qu'on doit commencer par changer le système éducatif afin d'inculquer le savoir-être, le savoir-faire à tous nos apprenants. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas sans savoir que c'est l'être humain qui est appelé à travailler dans ces usines.
Et si on ne l'a pas inculqué l'honnêteté dès l'enfance, lorsqu'il va grandir, il va copier son environnement. Et l'environnement actuel, c'est les gens qui ont déjà été façonnés de telle façon qu'ils gagnent rapidement, qui ont envie de tout ça, là, vous voyez. Donc, c'est un paradigme que nous devons sincèrement changer, mais en insistant sur l'éducation dès le cours primaire. Un dernier aspect que je voudrais qu'on aborde avant de vous laisser partir, c'est la mémoire de certaines personnalités. Vous évoquez ici la mémoire de Thomas Sankara, qui prône plutôt l'action au verbe. Que dites-vous clairement de Thomas Sankara? En quoi pourrait-il servir pour ce nouveau paradigme-là dont vous parlez? C'est ça. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il fait partie des gens qui ont pris conscience très tôt que les Africains doivent transformer leurs produits chez eux et les consommer. Il fait partie des gens qui ont pris conscience très tôt que l'Africain est capable de toutes bonnes choses. Il fait partie des gens qui ont pris conscience très tôt que c'est nous qui allons construire notre Afrique et non attendre les aides des autres continents. Donc voilà pourquoi nous avons cité son exemple et nous souhaiterons que nos dirigeants actuels prennent cet exemple-là, mais tout en ne provoquant pas nos partenaires, en cherchant plutôt à faire des partenariats gagnant-gagnant avec nos partenaires et tout le monde sera heureux de son côté. Le changement de paradigme en Afrique s'impose. Le changement de paradigme en Afrique s'impose. C'est le titre donc de votre œuvre, la toute première que vous publiez aux éditions Germinal. Alors Tidjani, que faut-il retenir de façon générale à travers cet essai que vous avez publié? Merci beaucoup, Monsieur Guillaume. Vous savez, à l'heure où je vous parle, le changement dont j'ai parlé est en train de s'opérer sur notre continent. C'est l'exemple du Mali, du Burkina et du Niger. Vous parlez des coups d'État. Faut-il faire des coups d'État? Non, et les changements peuvent s'opérer de plusieurs façons. Il y a ces façons violentes et les façons pacifiques. Donc, si dans ces contrées, nous avons eu ces changements par les coups d'État, vous n'êtes pas sans savoir que ça fait quand même prendre conscience aux gens. Donc, c'est une manière aussi de changer le paradigme. Donc, c'est la prise de conscience que vous prenez par le coup d'État. Okay. Mais si le coup d'État va faire prendre conscience, c'est ce qui s'est passé de l'autre côté. Mais nous ne souhaitons pas ça. Nous souhaitons plutôt les changements pacifiques. Mais qui font prendre conscience également. Qui font prendre conscience également. Et la dernière fois, sur votre plateau ici, le ministre des Affaires étrangères du Mali disait que s'il y a un bâton qu'il craint, c'est plutôt le bâton de la population. Malien. Ça veut dire que c'est sur la population qu'il faut travailler pour que nous changions de paradigme, pour que nous soyons prêts pour accompagner ce changement. Vous n'êtes pas sans savoir que les Thomas Sankara ont milité pour ce même changement, mais ça n'a pas marché parce que le peuple n'était pas préparé. Donc c'est le rôle des gouvernements d'associer maintenant les coachs pour pouvoir changer la mentalité des gens, de voir le monde d'une autre façon que la façon dont nous avons l'habitude de voir le monde, pour que nous puissions travailler sur nous-mêmes et faire exploiter nos ressources sur notre sol et faire prospérer notre continent. Merci beaucoup à vous, coach Labaïka Tidjani Duro-Diaye. Je rappelle que vous êtes l'auteur de l'essai « Le changement de paradigme en Afrique s'impose », une œuvre publiée aux éditions Germinal. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de l'invité. Je vous retrouve tout de suite pour la suite du programme et c'est avec Regard croisé.